Donc, pour commencer. Oui, tu peux commencer. Oui, je suis en train de manipuler les trucs. Tu peux cliquer sur le mot de diaporama pour partager. C'est pas déjà fait? Non, non. Oui, c'est partagé, mais tu es toujours sur la première page. Alors, ça n'avance pas. Donc, tu départages et tu partages. Donc, je dois départager. Oui, tu sors et tu reviens pour voir. Allez-y. Pendant accompagner le docteur Sidine et le docteur Zouib, c'est des plans techniques. Ils sont un peu rodés par rapport. C'est bon, Oui. C'est déjà partagé? C'est un cours. Oui. Alors. Donc, ici, c'est le mot de diaporama. Oui. Est-ce que vous voyez ces diapos? Est-ce que vous voyez ces diapos? Vous devrez les voir. Je pense qu'il doit voir les messages parce que les micros sont coupés. Ah, OK. Oui, oui, oui. Donc, quelqu'un nous a dit oui. Donc, c'est bon? Alors, comme déjà dit, les plans qu'on va suivre est les suivants. Donc, après une petite introduction, donc, on va faire un petit rappel anatomique. Et puis, la conduite à tenir, qui sera la pierre angulaire de la présentation, l'archétype étiologique, puis les étiologies et une conclusion. Donc, l'épistaxis est défini par les rejets par les narines ou le cavum du sang rouge vif d'origine essentiellement artérielle provenant des cavités nasales, des sinus ou du rhinopharynx. C'est une urgence très fréquente qui présente la première urgence ORL et elle pose un double problème. C'est un problème thérapeutique. Elle nécessite une escalade thérapeutique qui dépend de la gravité de la situation et puis un intérêt pronostique. Donc, pour commencer, le rappel anatomique. La cavité nasale est vascularisée par deux systèmes artériels. C'est le système carotidien interne et le système carotidien externe. Les anastomoses sont nombreuses. Pourquoi cette cavité saigne? Parce que la muqueuse, elle est fine, elle est en contact direct avec l'os et elle est richement vascularisée et les artères sont pauvres en fibres contractiles. Désolé, ça... Alors, le système carotidien externe essentiellement est représenté par l'artère sphénopalatine, qui est une branche de l'artère maxillaire interne, qui naît du trou sphénopalatine et il se divise en deux branches. Une branche interne qui va donner l'artère de la cloison ou l'artère nasopalatine, puis les artères septales et les artères des cornets supérieurs. Comme vous voyez sur les schémas, je n'ai pas vu les... Voilà l'artère nasopalatine, il va donner les artères septales et l'artère des cornets supérieurs. Puis une branche externe qui va donner les artères des cornets, c'est-à-dire les cornets qui restent, c'est les cornets moyennes et inférieures. Donc, dans les mêmes systèmes carotidiens externes, il y a l'artère faciale qui est une branche de la carotide externe qui va donner l'artère labiale supérieure qui va donner l'arcade coronaire supérieure de laquelle se détache l'artère de la sous-cloison et l'artère angulaire. Donc ça, c'est une vascularisation secondaire. Puis, le système carotidien interne qui est représenté par les artères ethmoïdales antérieures, par les artères ethmoïdales antérieures et postérieures, les deux sont des branches de l'artère ophtalmique. Voici l'artère ophtalmique qui donne l'artère ethmoïdale antérieure et l'artère ethmoïdale postérieure. Donc, tous ces artères vont converger vers une zone située au niveau de la partie antéro-interne du cloison nasal qui s'appelle la zone de Küsselbach. C'est une zone d'anastomose entre les deux systèmes carotidiens externes et carotidiens internes. Le drainage veineux, il n'est pas aussi important. Donc, il se draine selon trois territoires. Le territoire antérieur vers la veine angulaire et la veine faciale, et le territoire postérieur vers le plexus phrénoptérygoïdien et les veines supérieures vers la veine ophtalmique. La conduite à tenir, elle va être étayée selon les étapes suivantes. Au début, il faut estimer l'importance de cette hémorragie et il faut apprécier les retentissements sur l'état général
puis essayer d'arrêter cette hémorragie. À la fin, il faut chercher une étiologie ou une tare sous-jacente. Donc, on va détailler ces étapes-là qui représentent la partie la plus importante de la prise en charge. Donc, devant toute épistaxis, il faut bien sûr le reconnaître, c'est-à-dire les diagnostics positifs. Le plus souvent, il est évident. C'est un patient qui se présente avec un rejet du sang par les narines. Le problème du diagnostic, il peut se poser chez les malades inconscients. Parfois, ce sont des épistaxis dégluties qui se présentent sous forme des hématémèses ou des hémoptysies, mais le plus souvent, le diagnostic il est évident. L'interrogatoire, bien sûr, se fait avec le malade s'il est conscient, sinon c'est avec son entourage. Il faut apprécier les retentissements, c'est-à-dire demander au malade le nombre de récipients et le nombre de serviettes inondées. Heureusement que les malades, les plus souvent, ils exagèrent. Donc, c'est un bon signe pour nous de nous donner une quantification peut-être plus exagérée. Puis demander la durée du saignement. Ça, ce sont des éléments qui orientent vers la spoliation sanguine. Le malade, qu'est-ce qu'il a perdu, combien il a perdu. Donc, puis, il faut chercher les antécédents d'un trouble coronarien ou d'une cardiopathie ischémique sous-jacente, une HTA ou une maladie hémorragique sous-jacente déjà connue. Ça, c'est au début de cette consultation, on va tout demander rapidement. Et puis, chercher un traitement qui peut être la cause de cette hémorragie, un anticoagulant ou un antiagrégat placataire. Puis, à l'examen clinique, il faut quantifier les retentissements de cette épistaxis par la pâleur, la sueur, la tachycardie, les polypnées ou l'hypotension. Donc, l'épistaxis, il est jugé grave s'il est abondant et cataclysmique, ou bien s'il entraîne un retentissement hémodynamique, ou s'il est associé à une pathologie grave, c'est-à-dire un épistaxis chez un malade cardiaque, pas comme un épistaxis chez un malade normal ou non connu porteur d'une cardiopathie ischémique. Un épistaxis chez un malade porteur d'une coagulopathie ou d'une pathologie autre, c'est pas comme parce que ça va nous donner une idée sur la réponse au traitement par la suite. Donc, on va envisager des traitements plus agressifs chez malade, mais pas chez un autre. Donc, devant un épistaxis, il faut quantifier la spoliation sanguine, il faut chercher une tare sous-jacente, il faut chercher un médicament sous-jacent, et à la fin de cette évaluation, on aura deux tableaux cliniques différents, soit un épistaxis bénin, soit une épistaxis grave. Donc, et la prise en charge va dépendre de ces deux tableaux. Donc, il يجي كان épistaxis في les urgences. أول شيء اللي يتعدلوا يعطيك كانتيفي الابيستاكسيس يعطيك في الاول في الانتروغاتوار معناها زاد مع المريض اللي عاد هو فايق والله زاد مع الانتوراج اللي عاد المريض في حاله ما هو قاعد يعطيك الاجوبه اللي تدور يعطيك تعرف اللي بيردم الدم اللي فقد المريض من الدم كم قدو ومن درا كان عنده مرض هو اللي مسبب له الابيستاكسيس ومن درا كان في مرض اخر اللي قد يتاثر معناها الابيستاكسيس يقد يعود هو السبب يا غير مولي يقد يؤدي لانه يتاثر المريض بامور اخرى سيرتو امراض القلب اللي سببها يعود اسكيميك يعود سببها اسكيميك. الوغ دونك عندنا دو تابلو ديفيرونت. الاول منهم اللي قالوا ليبيستاكسيس بنين معناها زاد ليبيستاكسيس اللي مريضو معايا خلع معناها حالته مستقره. هذا هو le plus fréquent. Il faut rassurer le malade. La position demi-assise, elle est conseillée. Et il faut chercher les caractéristiques de l'épistaxis et commencer un traitement médical, un traitement pour arrêter ces saignements. Donc, le traitement, il va commencer par ce qu'on appelle les mesures de première intention. Les mesures de première intention, أول شيء منهم اللي قالوا la compression bidigitale. هذه دائما تخلق في اللي قالوا l'épistaxis اللي يعود par exemple suite à une tâche vasculaire le plus souvent ou c'est un épistaxis اللي يعود عادي ما هو يجيك المريض يقول لك انه عرفان من
قبيل له ساعه ولا ساعتين يا غير ما هو ان ايبيستاكسيس غراف الا تقول له ميم كاع على ميزون اي مريض عرف يلا يعدل لا بوزيسيون بالصفه دارك اللي قالها لا كومبريسيون بديجيتال يعصر يديه الاذنين بوندون 10 مينيت الى عاد هو 10 مينيت مفترتو حتى بور لي زونفون تريك صغيرين اللي تشوفهم بحاجه لك تماشين ولا واحد عرفان منهم في الشارع والله ذاك دائما اللي قالوا لي بيستاكسيس اسونسيال دونك نقولوا نتكلموا عنه لا كومبريسيون اللي يلا يعدل سيتي كومبريسيون بي ديجيتال معناها صباع والاذنين يديرهم في البلاصه دارك اللي هي ليتود ان كونتاكت مع اللي قال له لا تاش فاسكولير اللي شفنا قبيل في رابيل اناتوميك ان هي لا زون داناستوموز لي دو سيستيم اللي يعدلها بوندون 10 مينيت العاد هو مفترتو يقبل خلاص لي رجاج اخر يعدلها له وفهم كاع مولي دي بي 7 عايدين يعياو ينداروا هذه لي بلي سوفون il donne un bon résultat في اللي قالوا لي بيستاكسيس اسونسيال. القضيه الثانيه اللي قالوا ان بيستاكسيس يعود كي با سيدي ولا زاد يعود ان بتي بي ابوندون اللي هنا بدؤوا ندخلوا في اللي قال لهم لي موين ثيرابيتيك دو بريمير انتونسيون. الثاني منهم هو انك تقبل ان مش امبرينيي اللي قالوا لا xylocaine nafazoliné. La xylocaine nafazoliné il est constitué de deux substances فيه la xylocaine ولا زاد la lidocaine c'est pour son effet anesthésien بكل انت اي روايه اي مش ولا اي شيء دخلته في la cavité nasale il est très douloureux. Vous allez pas imaginer un message la douleur اللي عدل المريض شنو هي. il est très douloureux. donc هذه la substance هذا لي فلاكون فيه دو سيبستانس واحده منهم انستيزيانت لوكال والاخرى فازو كونستريكتريس هي لا نافازوليني. دونك اللي بيرمي دانستيزيي اي دي ديمينيي لو سون في لا كافيتي نازال. حنا ان شاء الله يعود عندنا اون دوا افوار هذا راك اللي قدامكم في ليماج. دونك يلا تعود عندك لا كزيلو نافازوليني بسيطه متوفره يلا تقبل ينمش سوات ان كوتون والله زاد سوات ينمش compresse. Puis, عندك اللي قالوا هادو ce sont les mèches en myrocell, ce qu'on appelle les tamponazone dans la نجوا اخبارهم. يا غير خالقه هذه لا بينس قال لا بينس de Pulitzer. هذه لا بينس elle est faite pour le méchage. فيه une longueur de 10 cm normalement entre la narine et les coins, c'est une distance de 10 cm chez l'adulte. Donc تقبل ذي لا ميش دارك في لو ديبي تقبل كاع اللي دي كوتون ديرو في لانفوزوليني وتمشي به تدخلو في لا كافيتي نازال وتحاول انك تمشي الى لو فون وتخليه. هذا هو اللي قالوا لي ميشاج انتيريور بار ان ميش اكزيلوكاين نافازوليني. لا تشوف سوات لي بيستاكسيس il va céder سوات تخلي المريض في لي زيرجانس بيان سير. s'il cède c'est une bonne chose. s'il cède pas ne passent sur des lignes les tamponnements antérieurs, les méchages antérieurs par soit des mèches grasses ولا زاد par les tampons nasaux اللي هما اللي في l'image رايهم قدامكم. هذا ورك تاعها هذا ورك يدخلوا d'une façon نشوف bon puis on va passer au message antérieur au tamponnement antérieur qui peut être par des mèches soit résorbables qui les Sergicel soit des mèches non résorbables اللي هما les mèches grasses اللي هما كيف les biogaz ولا زاد les mèches les tampons expansifs. Ces méchages il doit être laissé pendant 48 à 72 heures et il est associé à un traitement de consolidation, c'est-à-dire des antalgiques comme les méchages il est très douloureux et une antibiothérapie pour éviter la sérinfection. Donc c'est un message bon il est un petit peu fait par le biogaz. هذه هون la manière اللي قد يعدل بها les méchages. Il existe deux types de méchages, soit un méchage bloqué ou un méchage simple. La différence بيناتهم un méchage bloqué tu vas laisser les deux bouts de la mèche. Donc en général نقبلوا des mèches qui les trois من les biogaz ولاهن نحزموهم نعدلوا انه بيناتهم ولا نخلوا les deux bouts en dehors. هذا il va faciliter de l'ablation des mèches. En plus, il va éviter دائما لين يعود le bout les méchages simples يقد يمشي le bout sur le cavum et il va entraîner une irritation qui n'est pas acceptée par la malade. Parfois, c'est une sorte de يقد كاع يعقب يتم يقضى لا مش من النازوفارynx اللي يعقب كاع يريتيريها من لا بوش. Donc, il va pas donner son effet.
Donc, la méthode, elle est simple. Pour mâcher un malade, عندك اللي عندك تقدر تمشي بيه. عندك دي كوتون مشي بيه، عندك de la biogaz مشي بيها، عندك les tampons nasaux مشي بيهم. شنو هي لا تكنيك؟ عندك لا بينس دو بوليتزير اللي كيرسل اليوم. دونك عندك لا بينس دو بوليتزير اللي tu vas attraper le bout de la mèche voilà, du tampon nasal et tu vas aller vers le plancher nasal. Alors, هي la cavité nasale بالنسبه احنا on imagine que انك انت تدخل une mèche انك تدخلها ماشيه vers le haut alors que c'est pas vrai. Le haut c'est le cerveau, c'est les عندك les cornets عندك من بعد la labyrinthe thymoïdale ومن بعد عندك le cerveau. دونك يعطيك تمشي بيربانديكولير بلي لا تقدر تيماجيني انك نوع مريض تاكي عليك فاه يعطيك تمشي بيربانديكولير فير لي كوين. دونك هذا سي ان استيس بور لي ميشاج. ولا بينس اللي هي تمشي بها اللي هي فيت دي مانيير اللي elle peut accéder au plancher de la cavité nasale sans problème. Donc soit لا يتعدل في الاول دونك بالنسبه اللي مش بلوكي بيان سير دونك يلا تفوت تدخل لا ماشي تفوت توفيه ترجع وتبقى نفس الشيء وياك انهم يعودوا سو فورم اللي يعودوا كيف تهاركتيها الفورم يعودوا واحده منهم فوق الاخرى. يا غير ليسانسيال شنو؟ ليسانسيال انك تلا كافيتي ولي ميشاج دو تيتر بيلاتيرال هذا هو ليسانسيال. ياكاش ياك لا كافيتي نازال تعود سو بريسيون. Même d'autres choses. L'exilonafazolini, il est contre-indiqué chez l'enfant, moins de 6 ans. Il est contre-indiqué chez les malades avec une porphyrie ou il est contre-indiqué chez les malades épileptiques non contrôlés parce qu'il y a un risque de décompensation de l'épilepsie suite à la concentration élevée de lidocaïne. Donc, من بعد عندك la cauterisation. La cauterisation, c'est بالنسبة les tâches vasculaires. قبيل قلنا قضية le plus souvent les saignements يعود d'origine جاي من la tâche vasculaire اللي هي c'est une zone d'anastomose entre le système carotidien externe et le système carotidien interne où heureusement elle est située à la partie antéro-interne du septum, donc elle est accessible. Donc on peut faire soit une cautérisation chimique au nitrate d'argent, donc c'est comme vous le voyez sur l'image. C'est un crayon en nitrate d'argent. Donc, on va faire les méchages au début pour l'anesthésie. Et puis, on fait une cautérisation au nitrate d'argent. C'est ce qu'on appelle la cautérisation chimique. Puis, on a la cautérisation par la pince bipolaire. C'est la cautérisation électrique. Elle est douloureuse et avec un risque de perforation septale. Mais le plus souvent, le recours il est exceptionnel. Bien sûr, il y a les hémostatiques locaux, je l'ai mentionné, le cours il est dédié aux médecins dans presque toute la Mauritanie. Parfois, ما عندك la xylonafazoliné, ما عندك les tamponazos, ما عندك شيء. Tu peux utiliser par exemple l'eau oxygénée comme hémostatique local, ou même tu peux utiliser les dissolvants. Les dissolvants, par exemple, une coton ou تعدلوا sous forme d'une mèche. Le deuxième tableau qui va figurer c'est l'épistaxis grave. Donc هذا بالنسبه اللي كنا نتكلموا عنه بالنسبه للإبيستاكسيس بناء. L'épistaxis grave, soit tu es devant, bon, la gravité elle est définie soit par un choc hypovolémique, soit suite à un trouble de la ventilation, suite à une inhalation ou devant une anémie sévère. Pour l'anémie sévère, donc la transfusion elle est préconisée si l'épistaxis si l'hémoglobine est inférieure à 8 grammes chez un CG normal par décilitre, ou bien chez un malade cardiaque, il est préconisé à partir de 10 grammes d'hémoglobine. Mais dans ce cas, on va entamer les moyens thérapeutiques de deuxième intention. Donc, devant un épistaxis grave, donc, le malade il doit être pris à la salle de déchocage. Il faut calmer le malade, il faut commencer double voie veineuse et il faut lancer un bilan. Les bilans, donc, on va demander une NFS plaquette, bilan d'hémostase et un groupage pour une éventuelle transfusion, si bien sûr il est nécessaire. Et puis, le reste du bilan, c'est en fonction du malade. Donc, devant une
devant un malade qui présente un trouble connu déjà, c'est-à-dire connu porteur d'une thrombopathie ou quelque chose comme ça, on va faire un bilan dans ce sens, les facteurs de la coagulation et tout, ou bien un malade devant un signe d'une insuffisance hépatique, donc on va demander une TP et le facteur 5 et tout. Et donc, les restes du bilan, c'est en fonction du malade. Puis, une antibiothérapie parce que l'épistaxis, il peut s'y réinfecter. Donc, parfois, il y a des hématomes qui s'y réinfectent. Bien sûr, le malade il doit être monitoré si l'épistaxis est grave et on a jugé la transfusion est nécessaire. Donc, on doit commencer par le kilo globulaire en négatif en attendant le bilan. Dans ce cas, les moyens de seconde d'intention, ce seront les méchages antéro-postérieurs. Les méchages antéro-postérieurs, donc, le plus souvent, dans ces cas-là, l'épistaxis il est d'origine postérieure. Donc, ce n'est pas l'épistaxis antérieure, c'est-à-dire la tache vasculaire, elle ne va pas donner un épistaxis grave. Donc, dans ce cas, on a un épistaxis, le plus souvent lié à un épistaxis d'origine de l'artère sphénopalatine ou bien qui vient des artères ethmoïdaux ou bien qui vient des cavum ou quelque chose comme ça. Donc, les messages, il est préconisé qu'ils soient un message postérieur. Les messages postérieurs, donc, la technique, elle est là. Donc, on va faire introduire soit un perfuseur ou une sonde urinaire, puis on va l'attacher à une compresse qui a la forme quadrangulaire, en forme de cavum, et puis on va les faire sortir par la narine en essayant de les plaquer contre, comme vous le voyez ici, de les plaquer contre le cavum. Puis le fil de repère, il sera mis à côté des narines avec une compresse. Puis on va effectuer un méchage antérieur. Donc ça, c'est un méchage antéro-postérieur. Voici une autre image qui nous montre un méchage antéro-postérieur. C'est la même technique. On fait introduire la sonde urinaire ou les perfuseurs, puis on va les plaquer contre la cavité, contre le cône, et puis on complète par un méchage antérieur. Parfois, il y a une autre... on peut utiliser la sonde urinaire tout simplement. Donc, on va les faire rentrer, puis on va le gonfler, et en sortant de la cavité nasale, on va les plaquer contre les coins. Donc, c'est comme vous l'imaginez ici. Imaginez que ça, c'est une sonde urinaire. Donc, on va le faire rentrer par la cavité nasale et le récupérer par la bouche. Puis, on va gonfler le ballonnet et le plaquer contre la cavité nasale. Puis, les méchages, bien sûr, antéro-postérieurs faits par la sonde à double ballonnet. Donc, c'est une sonde qui contient deux ballonnets, un ballonnet antérieur qui va être gonflé par une seringue, soit un sérum salé ou même de l'air, donc 10 cc pour le gonflage. Donc, on va gonfler la partie antérieure et la partie postérieure qui va être plaquée contre les coins. Donc, l'artériographie, elle est indiquée si l'épistaxis il est postérieur et récidivant, si l'épistaxis il est massif d'ampleur, supérieur à 1,5 litre, ou bien un épistaxis persistant avec une hémoglobine inférieure à 8, ou bien en cas de contre-indication des autres thérapeutiques. L'embolisation, on va viser le système carotidien externe parce qu'on ne peut pas emboliser le système carotidien interne. Donc, sur cette image-là, vous voyez cette image-là. Donc, et ça en per-embolisation et c'est là après l'embolisation. Donc, c'est l'embolisation de l'artère maxillaire interne. Donc, cette image-là nous montre, c'est la ligature, ou bien la coagulation de l'artère sphénopalatine. C'est une artère qui sort du trou sphénopalatine. Normalement, on le repère au niveau de la queue du cornet moyen. Donc, 1 cm en arrière du cornet moyen. Donc, on voit l'émergence de l'artère et on le coagule avec la pince bipolaire. Mais ça,
je vous l'ai dit, c'est presque exceptionnel de voir un épistaxis qui arrive à ce stade. La majorité, après un méchage antéro-postérieur, il peut être répété dans deux jours où on peut démécher et remécher. Et bien sûr, avec les traitements médicaux, donc c'est rarement qu'on arrive à ce stade. Bien sûr, toujours, il faut commencer un traitement médical associé, un traitement des causes favorisantes et un traitement des conséquences de l'hémorragie. L'HTA pose un problème qu'elle peut être une cause ou elle peut être une conséquence. Donc, il faut toujours demander au malade est-ce qu'il est déjà connu porteur d'une HTA et bien sûr mesurer la tension artérielle et commencer, si la tension est élevée, il faut commencer un traitement adéquat et chercher un traitement sous-jacent, par exemple la prise d'anticoagulants ou un antidote que vous allez le commencer en même temps avec les mesures thérapeutiques pour arrêter les saignements. Par exemple, du vitamine K s'il y a un surdosage aux AVK ou le sulfate d'hypotamine s'il y a un surdosage à l'héparine. Donc, pour l'enquête étiologique, le bilan minimal qu'on fait souvent, c'est il faut chercher l'âge. Par exemple, un épistaxis chez l'enfant, il faut faire un bilan, il faut faire une NFS, il faut rechercher les signes il faut chercher une hémopathie sous-jacente. La profession, par exemple, un épistaxis chez un sujet travailleur en bois, ça peut nous orienter vers une autre cause, ça peut être un cancer de l'ethmoïde. Et il faut chercher les antécédents, bien sûr, une rhinite allergique. Donc, souvent, elle va fragiliser la muqueuse et les saignements, ou bien même les rhinitiques, ils prennent souvent une corticothérapie locale qui peut fragiliser la muqueuse. Donc, il peut saigner. Et il faut chercher une maladie générale qui peut décompenser et il faut chercher les antécédents familiaux, bien sûr, à la recherche d'une maladie de Randy Osler. Donc, on va compléter par une rhinocavoscopie à l'optique rigide, c'est le bilan minimal, et on va faire un examen cervical à la recherche des adénopathies qui peut nous orienter vers un néoprimitif ou un cancer du Cavon. Et on fait un examen général à la recherche d'une splénomégalie, à la recherche d'une hépatomégalie dans le cadre d'une hémopathie. Le bilan biologique minimal, c'est la NFS et bilan d'hémostase. Puis les étiologies. Donc, on va faire un tour rapide sur les étiologies. Donc, on va commencer par les causes locales spécifiquement ORL, donc les traumatismes, quels que soient iatrogènes, maxillofaciaux et les corps étrangers des cavités nasales. Tous, ça peut saigner, mais en général, c'est un épistaxis qui cède le deuxième jour après le traumatisme. Donc, on peut mécher, mais au déméchage, on n'aura pas un problème en général. L'épistaxis post-traumatique, il cède après le 48 heures. Bon, les tumeurs malignes, toutes les tumeurs malignes peuvent saigner. Toute tumeur maligne peut saigner. Les tumeurs bénignes, le plus souvent, il y a une tumeur qui saigne beaucoup, c'est les fibromes nasopharyngés. Le plus souvent, c'est un tableau d'un gène, épistaxis à répétition avec une obstruction nasale unilatérale ou au stade de début. Parfois, on est au stade de l'obstruction bilatérale. Et la biopsie, dans ce cas, elle est contre-indiquée parce que c'est une tumeur vasculaire qui fait saigner. Puis, il y a le polype saignant de la cloison nasale. Donc, mais c'est évident à la rhinocavoscopie et sa prise en charge, elle est facile. Pour les causes générales, on va citer l'HTA qui pose un problème de causalité. Il peut être une cause ou un facteur aggravant. Peut-être la conséquence du stress parce qu'un malade qui plus souvent un sujet âgé qui a un épistaxis, donc il est stressé et tout, donc on peut avoir un pic hypertensif. Et puis un épistaxis sévère peut révéler une HTA sous-jacente. Bien sûr, toutes les maladies, donc les maladies hémorragiques, les pathologies vasculaires, donc les thrombopathies, les purpura-thrombopathiques, idiopathiques et tout, les anomalies de la facteur de la coagulation, l'hémophilie, les déficits en facteur 8, facteur 9, tout ça peut donner des saignements. Et la prise en charge là, donc, elle est multidisciplinaire. Donc, on doit arrêter les saignements et on préconise surtout les mèches résorbables pour éviter les saignements après le déméchage. Puis, un petit mot sur la maladie de Randy Osler. C'est une maladie génétique qui se présente par des télénjectasies nasales. Sur la photo, vous voyez des télénjectasies au niveau de la main. Et la cautérisation dans ce sens, elle est proscrite et les tamponnements doivent être faits aux mèches résorbables.
Bon, l'épistaxis essentielle représente la cause la plus fréquente. C'est un diagnostic d'exclusion. Donc, après tout un bilan clinique, endoscopique et biologique, on peut retenir ce diagnostic. Le plus souvent, c'est un épistaxis favorisé par l'étirement, par l'effort physique, par l'exposition au soleil et par les infections rhinologiques. Il est dit le plus souvent à une fragilité des vaisseaux de la zone de la tache vasculaire, de la zone de Kesselbach. Et le traitement, c'est la cauterisation. Et c'est parfois, ce sont des enfants ou bien des adultes qui font des épistaxis à un moment. Donc, ils se traitent et puis après quelques mois, ils refait les mêmes épistaxis. Bon, le plus souvent, il disparaît avec l'âge, surtout chez les enfants. Donc, sur cette slide, on a un tableau récapitulatif. Donc, devant un épistaxis bénigne, on va commencer par la compression digitale, puis un tamponnement antérieur si l'épistaxis ne cède pas. C'est un méchage qui doit être fait pendant 48 heures. Et puis, après 48 heures, on peut préconiser une cautérisation s'il y a une tache vasculaire évidente. Donc, soit c'est un malade qui va arrêter de saigner, puis on peut refaire le tamponnement pendant 48 heures et les remécher après. Si on a toujours les saignements après 2 méchages de 48 heures chacun, on doit faire un méchage postérieur. Ou bien devant un épistaxis grave dès le début, donc on doit faire les bilans, la prise en charge doit être à la salle de déchocage, il faut commencer la réhydratation, il faut lancer un bilan rapide, il faut faire un méchage antéro-postérieur. Bien sûr, il faut l'évaluer dans 48 heures à 72 heures. S'il continue à saigner, il faut le remécher. Si il ressaigne après 48 heures, il faut préconiser une artériographie pour faire une embolisation sélective. L'épistaxis dans le cadre des maladies hémorragiques, il faut faire un méchage, mais il faut traiter en même temps la pathologie sous-jacente. En conclusion, l'épistaxis, c'est une pathologie le plus souvent bénigne, elle peut être gravissime, c'est une urgence fréquente en ORL. Les traitements constituent une escalade thérapeutique et l'attitude thérapeutique proportionnelle au degré de gravité. Et je vous remercie. Sidine, tu peux ouvrir ton micro? Docteur Sidine, micro s'il vous plaît. Merci beaucoup, docteur. Je pense qu'on est tenu par le temps. On va essayer de poser quelques-unes des questions. Il y a une question qui a été posée par le docteur Salim. Salim a posé la question, dans un lieu là où il n'y a pas de matériel de méchage, qu'est-ce que vous préconisez? Il faut bon, le plus souvent, le coton, il est disponible. Donc, on va essayer de faire des mèches avec les disponibles. Que ce soit la pommade HC, que ce soit le Dicinant, que ce soit l'eau oxygénée. On fait des mèches et on fait un tamponnement avec ces mèches. Le plus souvent, c'est essayer de faire un méchage bilatéral. Il faut remplir la cavité nasale pour avoir un effet compressif des deux côtés. Ça va aider à arrêter les saignements, bien sûr. Et il faut référer le malade si vous jugez que le malade il n'est plus. Si le méchage n'est pas efficace, bien sûr. Donc, il faut envoyer le malade. Bien sûr, vous allez traiter tout un tableau, la pathologie sous-jacente, s'il a une HTA, tout ça. Mais le méchage, vous pouvez le faire avec la pommade ou avec l'eau oxygénée ou avec même les activateurs hémostatiques comme les Dicinant. C'est ça le plus. Bon, si ça ne s'aide pas, il faut orienter le malade, bien sûr. Mais vous voyez, le tampon nasal qu'on a montré, toute urgence,
peut l'avoir. Il n'est pas cher. Il ne coûte même pas 2000 ou 2500 ouïes. Donc, c'est un tampon. Ce sont des mèches qui vont se gonfler eux-mêmes. Donc, et même l'introduction, elle est facile. L'astuce, c'est de demander au malade de moucher. والله زاد كاع يصقل خلينا نقول عاد قاعد يعدلها يصقل خلينا une lavabo والله زاد avec même du sérum salé vous pouvez l'injecter au niveau de la cavité narinaire pour évacuer les cailloux au niveau de la cavité nasale et vous pouvez les mécher avec les disponibles. C'est ça, il faut mécher. C'est ça le message. Il faut mécher avec les disponibles. D'accord, merci. Une autre question. Vous pouvez m'expliquer la cautérisation à la place de l'eau d'humeur et la corticothérapie nasale dans l'épistaxis essentielle. À la place? La cautérisation à la place de l'eau d'humeur. L'eau d'humeur? Oui, mais le bhar, يعني قصده والله l'eau. Bon, il n'y a pas de cautérisation à l'eau d'humeur. Je ne le connais pas. L'eau d'humeur, c'est comme c'est pour les lavages nasaux. Il peut être indiqué, même au moment de l'épistaxie, ce n'est pas indiqué parce qu'il va activer les saignements. Et la corticothérapie, il peut fragiliser les vaisseaux. Je n'ai pas compris bien la question, si vous pouvez le répéter. La place de la corticothérapie. La place dans l'épistaxis? Dans l'épistaxis. Non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place de la corticothérapie dans l'épistaxis. Est-ce que ça ne fait pas partie des causes de l'épistaxis? Bien sûr, on l'a dit. L'épistaxis, c'est chez les malades qui ont déjà une rhinite allergique et ils prennent souvent la corticothérapie nasale. Ils ont une muqueuse qui est fragile et il peut saigner. Donc, au moment de l'épistaxis, on peut arrêter la corticothérapie. Mais en général, ce n'est pas un saignement qui est... Ce sont des saignements, ce sont des petits saignements, pas un saignement grave. D'accord, merci. Ou bien, docteur Sidine, pour expliquer, je pense qu'il a parlé de la cautérisation. Le message, vous avez parlé de la cautérisation. La cautérisation, elle peut être chimique ou électrique. Chimique, on peut le faire par les nitrates d'argent. C'est ce qu'on a montré l'image. C'est un crayon qu'on va le faire rentrer au niveau du septum nasal et on va le manipuler au niveau de toute la tache vasculaire ou les zones qui nous apparaissent où il y a des vaisseaux qui sont télangiectasiés. Donc, c'est ça, c'est une cautérisation chimique. Et vous allez voir l'aspect, c'est comme vous l'avez vu sur l'image. C'est un aspect blanchâtre après la cautérisation. C'est ça. Tu vois? Ça, c'est une zone qui est cautérisée avec une cautérisation chimique. Ou bien, à la cautérisation bipolaire, donc vous prenez les deux bouts de la pince bipolaire et vous les mettez au niveau du vaisseau. Vous imaginez que le vaisseau, il est là. Il est injecté ici. Donc, vous allez mettre une cautérisation à la bipolaire. Une autre question. Pourquoi on ne gonfle pas le ballonnet en regard de la tache jaune? La tache jaune? La tache vasculaire plutôt. Le ballonnet, il n'est pas disponible. En plus, le ballonnet, il y a des ballonnets pour un méchage antérieur, mais on n'a pas besoin de ça. Pour les taches vasculaires, ce sont des épistaxis bénignes, on l'a dit. C'est un épistaxis qui va céder avec un méchage oxylo-naphazoliné ou avec maximum au méchage au tampon nasaux. Vous imaginez, les méchages antéro-postérieurs, il est très douloureux. Donc, oui, on ne va pas aller... Hein, oui. On a déjà fait le dépistage, PCR, Covid, donc tout le monde, je pense, connaît la douleur. Surtout si c'est lui qui fait le test, il ne connaît pas l'anatomie de la cavité nasale. Donc, l'anatomie de la cavité nasale, dès que tu rentres, tu as le cornet inférieur qui va te fermer la route. Donc, tu dois être au-dessous du cornet inférieur, tu as le couloir inférieur, c'est le couloir de la respiration. Là, tu peux passer sans souci. Mais lorsque tu montes un petit peu, tu as le cornet moyen et tu as donc c'est douloureux. Tu ne peux pas l'imaginer. Effectivement. Même il y a certains qui font les méchages sous anesthésie, sous sédation, parce que c'est douloureux. Mais Allah يسمح لنا نعدلوها لا
Docteur, chez les enfants, vous avez dit que c'est contre-indiqué le xylo. Oui, Ah, est-ce qu'il y a une autre éventualité? chez les enfants, ils ont pas, les enfants, on a eu un problème lorsque l'épistaxis il est lié à une hémopathie sous-jacente ou à une coagulopathie. C'est ça. Donc, Donc, après, l'éméchage est fait avec des sirgicelles, le plus souvent. Donc, on va mécher avec des substances, soit des mèches grasses, comme la biogaz, ou les sirgicelles pour un hémostase. Donc, en général, ça donne des bons résultats. La xylo, son problème, qu'elle est très concentrée en xylocaïne ou en lidocaïne. Donc, chez l'enfant, il peut déclencher des crises épileptiques et tout. d'accord. Donc, il y a une autre question. La cotisation avec nitrate d'argent nécessite l'exploration d'abord, donc comme un nasoscope, si on ne l'a pas, et vu les diagnostics, vu la dangerosité du produit. Quel produit? Les nitrates d'argent. On peut les faire suite à une rhinoscopie antérieure. On a la rhinoscopie antérieure sans nasofibroscopie. On a une exposition totale de la partie antérieure du septum nasal et on a une vision sur la tâche à cautériser sans problème. On n'a pas besoin d'endoscope. D'accord, on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va voir dans la conversation. Donc, c'est juste que chez l'enfant, l'épistaxie c'est très spectaculaire que réellement inquiétant. Est-ce que c'est toujours le cas? Ah, ce n'est pas toujours le cas. Chez l'enfant, il faut bien bilanter les malades. Parce que ça peut être une hémopathie sous-jacente. Donc, il ne faut pas passer à côté. Il faut demander une NFS, bilan d'hémostase, et il faut faire le nécessaire. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui a demandé la parole. Oui. Dr Mohamed Ali. Dr Mohamed, تفضل. Dr Mohamed. Tu peux ouvrir. D'accord, سامعني. Oui, oui. Oui. On t'écoute. Oui, bonsoir, chers collègues. D'abord, je me présente, je suis Mohamed Ali, résident en chirurgie maxillofaciale Sfax, Tunisie. On vous remercie, Dr Ahmed, pour la qualité de votre présentation. C'était clair, Inch'Allah. C'était clair et complet. Inch'Allah. Merci. Donc, comme a dit Dr Ahmed, c'est vrai que l'épistaxie, c'est un symptôme fréquent, parfois banal, surtout dans notre société. إن قال لك هذا العراف به الله الحمان والله الصقيع. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai, puisque l'épistaxie, c'est le plus souvent bénigne et idiopathique. Mais aussi, peut-être parfois gravissime et mettre en jeu la vie du patient. Moi, je vais insister sur 2 points. Tout médecin, bien sûr, doit savoir gérer une épistaxie, quelle que soit sa gravité. Et parfois, des moyens simples sont souvent suffisants pour gérer une épistaxie. Donc, le premier point, devant une épistaxie unilatérale récidivante, il faut directement penser aux tumeurs malignes des fosses nasales et des sinus. Et surtout, le cancer du cavon, qui est peu fréquent dans notre continent Maghreb, qui est classé dans une zone intermédiaire selon le risque épidémique, selon l'OMS. Et donc, devant ce caractère récidivant, épistaxis unilatérale, chers médecins généralistes, chers amis, il ne faut pas hésiter d'adresser le malade à l'ORL pour faire une rhinoscopie postérieure ou bien demander au malade un scanner des nasosynésiens, du cavum et du massif facial. Ça, c'est le premier point. Donc, pour le deuxième point, concernant les épistaxis post-traumatiques de grande abondance.
Ça, je vais insister juste. Je vais insister juste pour les épistaxis de grande abondance post-traumatique. Il faut savoir connaître le risque vital et savoir évoquer surtout les sièges des lésions. Par exemple, on va vous donner un exemple. Une fracture du complexe naso-orbitaire, par exemple, peut compliquer d'une rupture d'une artère éthymoïdale. Et c'est déjà expliqué par Ahmedou, les artères éthymoïdales, qui sont des branches de l'artère ophtalmique, qui est aussi une branche de l'artère carotide interne. Donc, il faut les suspecter, il faut y penser à ça et appeler les spécialistes pour intervenir. Par exemple, donc un autre exemple aussi, la disjonction crânio-faciale post-traumatique, quel que soit AVP ou autre. Donc, bien sûr, peut se tendre à la ptérygoïde, au palatin, et peut entraîner une rupture de l'artère sphénopalatine, qui est dans ces cas être l'origine du saignement. Donc, pour cela, les foyers de fracture peuvent se propager vers les sphénoïdes et la carotide interne peut être lésée dans ces cas. C'est une urgence, c'est une grande urgence. Donc, il faut donc toujours voir le scanner du massif facial post-traumatique à la recherche des foyers de fracture passant par le trajet du carotide interne. Puisque ça, c'est une extrême urgence. Oui. Et d'accord, on vous remercie. C'est juste ça. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci. D'accord, دكتور merci. محمد تفضل دكتور ضويل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. Oui, اسمحوا docteur. لي أنا ma connexion est très faible. Je n'ai pas pu suivre vraiment la présentation كاملة. La connexion est très faible. Je ne sais pas si vous avez parlé de l'épistaxis fébrile, et puis épistaxis avec une fièvre, la fièvre typhoïde et la fièvre hémorragique. En tout cas, je vous remercie. Inch'Allah, la présentation sur YouTube. Merci beaucoup. Merci beaucoup. مرحبا بك دكتور. Bon, on n'a pas parlé de CEJA, mais dans ce cas, دائما l'épistaxis يعود dans un tableau hémorragique كامل فيه rectoragie, فيه des hématémèses et tout un tableau. Et c'est pas le tableau qui nécessite la prise en charge aux urgences, c'est-à-dire l'arrêt du saignement. Ça, c'est un épistaxis médical le plus souvent. Et bien sûr, merci de nous rappeler de parler de ça. Mais c'était pas le... سينو من درا كان لاسيستانس فيها وحدين ما فهموش شي ولا زاد يقعدوا عندهم بروبليم دو لانغ ولا ان بروبليم دو من درا كان فهمني وزامي لي زارابوفون درا كان فهم حد عنده مشكله في D'accord, on va voir. Il y a une autre question. En cas d'absence de rhinoscope, est-ce qu'on peut utiliser le nitrate d'argent à l'aveuglette? les nitrates d'argent pour le rhinoscope. Le nitrate d'argent, il va viser une tâche vasculaire. Soit à la rhinoscopie, tu vas le voir, soit à un spéculum. On a des spéculums qu'on peut introduire à la cavité nasale et on peut le dilater pour voir la tâche. Il ne faut pas le faire rentrer sur quelque chose que tu ne le vois pas. C'est un principe. Il faut voir 3 fois. Une fois tu تشوف حدك يساعدك تعدل لي جيست. دونك إلا قديت تشوف لا تاش فاسكيلير بدون لا رينوسكوبي انتيريور. لا رينوسكوبي انتيريور تسمع هي مولي ما لا رينوسكوبي هو il demande pas une rhinoscopie c'est-à-dire endoscopique. معناها لا تدخل ان رينوسكوب. حنشوف كان عندي له ايماج هنا تاعها تدخلوا في لا كافيتي نازال يلين تشوف فوالا il est là ها هو هذاك سي هذا اللي بيرمي رينوسكوبي انتيريور. دونك شوف راسو لو بو tu vas l'introduire في لا كافيتي نازال puis tu vas plisser les deux bouts. Donc là هي تتحل لك لا كافيتي نازال الين توضح لك لا تاش فاسكولير tu fais bien sûr la cauterisation. ما عندك الرينوسكوب انتيريور عندك ان سبيكولوم راي تشوف راي دركتي هذا سي ان سبيكولوم petit périmètre et c'est facile à faire la cavité nasale. ديروا في لي دو بو دو لا كافيتي نازال là هي
dilaté شوي اللي يوضح لك la tâche vasculaire. Bien sûr, tu peux cauteriser, tu n'as pas besoin d'un endoscope. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? عندي سؤال لو سمحت. Je pense. Je m'excuse ما عندي l'option أني أرفع يدي أكل بيها. D'accord, تفضل. Bon, je remercie Dr Ahmed pour la belle présentation. Juste une petite question rapide par rapport aux malades qui essayent ce traitement, que ce soit l'aspégique ou Centron, pour raison X ou Y. Est-ce qu'il faut toujours arrêter? Et si oui, pendant combien de temps? Donc, juste des petits détails d'ordre pratique. Merci beaucoup. Merci. C'est une très bonne question. Ce sont des malades qu'on le voit souvent. À notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est d'arrêter les saignements. On va mécher ces malades et on va l'adresser le plus tôt possible chez leur médecin. C'est elle qui prend la décision d'arrêter ou de ne pas arrêter. Parce qu'on peut l'arrêter, on ne sait pas les risques ischémiques chez eux, on ne sait pas les risques. Donc, à notre niveau, on va arrêter les saignements avec un méchage. On va laisser les malades sous surveillance pendant 2 heures du temps. Après arrêt du saignement, bien sûr, et après contrôle au niveau de l'oropharynx, est-ce qu'il n'y a pas d'éjetage postérieur, on va adresser les malades aux urgences chez son médecin cardiologue ou son médecin neurologue pour ajuster son traitement. Nous, on ne prend pas la décision d'arrêter le... Donc, vous n'arrêtez pas, quel que soit Centron ou... Non, on ne l'arrête pas. On n'arrête pas. Et même, je ne conseille pas mes collègues, les généralistes, d'arrêter. Il faut juste, il faut faire... Dès que vous faites un méchage, donc le malade, il va pas, vous allez faire un méchage, il va prendre même 24 heures ou on peut dire 48 heures. Après, il ajuste son traitement. Même l'hypertension. Moi, je dirais pour le Centron, on peut rapidement faire une INR pour voir s'il est trop anticoagulé, on peut agir. Surtout lorsqu'on n'a pas la possibilité on n'a pas la possibilité d'avoir un avis en urgence. Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Oui, merci. Donc, dans ce cas-là, la prise en charge, elle revient à chaque malade à un tableau différent. Donc, en fonction de son tableau, on va raisonner. D'accord, docteur. Une autre question de clôturer. Quand est-ce qu'on hospitalise? On hospitalise un malade qui a une hémoglobine à 8 ou bien inférieure à 8. On hospitalise un malade qui présente un épistaxis grave, c'est-à-dire qu'il a trop saigné, il a perdu 1 litre ou 1,5 litre selon la famille. On hospitalise un malade qui a des signes d'hypoventilation, un malade qui a des signes d'état de choc, un épistaxis grave ou un épistaxis récidivant qui a retentissé sur l'état général. Ce que je conseille à mes collègues, si vous avez un malade qui vient de faire son épistaxis aujourd'hui et il n'était pas abondant et le malade il est stable, pas de palaire, pas d'hypotension, pas de tachycardie, pas de palaire, pas de sière, là, vous pouvez le mécher ou bien entamer votre traitement et vous êtes rassuré. Si vous avez un malade qui a l'un de ces signes-là, les signes d'hypoventilation, soit la palaire, la tachycardie et tout, rapidement, ou bien un malade qui a perdu beaucoup de sang, ou un malade suivi pour une cardiopathie sous-jacente, ou un malade suivi pour une HTA, ou suivi pour une coagulopathie ou quelque chose comme ça. Là, vous commencez, devant ce malade, il faut lancer un bilan le plus tôt possible. Un bilan, NFS, bilan d'hémostase et groupage. Donc, dans 1 heure, 2 heures, vous avez le résultat. Si vous avez un malade normal qui a une hémoglobine supérieure à 8, vous pouvez les libérer. Un malade cardiaque, une hémoglobine supérieure à 10, là, vous êtes rassuré. Mais dès que vous avez un malade qui a une hémoglobine inférieure à 8, ou un malade cardiaque inférieur à 10, ou un malade qui présente des signes d'un choc hypovolémique, là, c'est l'urgence. Donc, la prise en charge commence au début par quantifier l'épistaxis et quantifier les retentissements et puis demander un bilan. Bien sûr,
si le bilan, il est ce qu'on vient de dire, 8 chez un CG normal, 10 d'hémoglobine chez un cardiaque, là, vous pouvez commencer la transfusion et vous commencez le traitement, bien sûr, en fonction du degré de l'épistaxis. Je pense qu'il y a quelqu'un qui lève sa main, Sidine, si vous pouvez lui donner la parole. Salam alaikum. Alaykoum salam. Bonsoir à tout le monde. J'ai une question. Docteur Sidina Kitch, la connexion. Ok, tfadli. J'ai une question. Quelles sont les causes, les étiologies de l'épistaxis chez les dialysés chroniques, surtout en post-dialyse? En post-dialyse? Oui, j'ai vu quelques patients. C'est un problème hématologique pur, c'est un rapport avec le... Ah. Vous m'entendez? Oui. Donc c'est un problème, c'est comme l'épistaxis chez les malades qui présentent une hémopathie. Donc, le plus souvent, on n'a pas ICK d'épistaxis chez les dialysés principalement, mais on a eu beaucoup d'épistaxis chez des malades qui sont suivis pour des hémopathies ou bien des coagulopathies. Donc, vous savez, les dialysés chroniques, ils portent souvent l'anémie avec peut-être, bon, je ne sais pas exactement l'étiologie, mais la prise en charge sera la même. Chez tous les malades, on va commencer par un méchage, par des mèches qui sont comme le Sirgicène. Chez les malades qui présentent une hémopathie ou quelque chose, un problème de la crasse sanguine, donc on va mécher par des mèches résorbables pour éviter le ressaignement. Sinon, l'étiologie pour les dialysés, je ne peux pas vous dire. Merci, docteur. Les dialysés sont parfois sous érythropoïétine. Bon, je ne sais pas, peut-être le docteur Louis il peut ajouter quelque chose ou s'il y a un néphro avec nous, il peut intervenir. Mais moi, je pense que les dialysés, on leur donne... l'érythropoïétine comme... Non, ce n'est pas l'érythropoïétine parce que l'érythropoïétine, c'est pour l'anémie. C'est pour traiter l'anémie. Oui. Mais je pense qu'en père-dialyse, je ne sais pas, est-ce qu'on donne un traitement qui peut être à l'origine de ça. Bon, je ne peux pas répondre. Oui, docteur Louis. Allô, salam alaikum. Docteur Louis, pourquoi ils saignent Oui, effectivement, l'épistaxis, c'est très fréquent chez les dialysés, bien sûr, c'est l'héparine. Au moment de la dialyse. Et au moment de la dialyse, oui. C'est l'héparinotherapie au moment de la dialyse. Je pense qu'il y a des questions écrites. Docteur Sidine n'est plus connecté. Quels sont les drapeaux rouges dans Docteur Abed? Merci pour la question. Quelle est la place de l'embolisation de l'artère sphénopalatine dans la prise en charge de l'épistaxis? Je pense que vous avez parlé de ça dans la présentation. Oui, parce que Dr Abed vient de nous rejoindre. Donc, bon, c'est pour cela qu'il pose la question. Parce que Dr Ahmedou, je pense qu'il a parlé de ça. Oui, j'ai parlé de ça. Alors, l'embolisation, elle est indiquée chez les malades qui présentent un épistaxis grave. Donc, après 2 tentatives de méchage antéro-postérieur, et l'épistaxis, il persiste. Donc, l'embolisation, là, elle est indiquée. Et elle peut résoudre beaucoup de problèmes. Bon, on n'est pas disponible dans notre contexte, bien sûr, aux urgences au Maroc et même en Mauritanie. Donc, voilà, donc c'est pour cela qu'on n'a pas, surtout le public, on n'est pas disponible. Donc là, on fait avec les méchages antéro-postérieurs. Mais les indications, ils sont là. Et bien sûr, il est bien indiqué et il peut éviter même les gestes opératoires chez des malades qui ont une épistaxis d'origine de l'artère sphénopalatine. Bien sûr, comme vous savez, Dr Abed, l'embolisation est faite pour les systèmes carotidiens externes. On ne peut pas emboliser les systèmes carotidiens internes. Et bien sûr, vous pouvez rajouter si vous avez des remarques. Abed, vous voulez intervenir? Je vous ouvre le micro. Je suis désolé pour mon ami Sidina qui a perdu la connexion. Oui, je suis là. Ah, vous êtes venu? Ah, ok. Docteur Abed, vous avez la parole si vous voulez ajouter quelque chose. Il y a une question aussi. Salam alaikum.
Alaykoum Oui, salam. salam. Donc, merci, désolé, hein, j'ai raté, je pense, Mohamed la Selmou, présentation. Donc, là, ma question était. quels sont les drapeaux rouges devant une piste taxis pour lesquels Et les micros, les micros. Salam alaikum. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Oui, oui. Oui, docteur. Donc, je dis désolé, hein, peut-être j'ai raté, je pense, la présentation. Et c'est pour cela que j'ai posé ma question, parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Oui. Quand j'étais en France, on embolisait pas mal de pistes taxis. Et c'est vrai que souvent, c'est après avoir fait les méchages et après avoir mis les ballonnés, les doubles ballonnés là, je Le me double rappelle ballon. plus de leur nom. Et ils mettaient des ballonnets dans le nez et nous, franchement, on intervient juste pour éviter le geste chirurgical. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on embolise enfin, on caractérise l'artère maxillaire interne et puis on caractérise, si c'est possible, de manière sélective, la L'artère sphénopalatine. sphénopalatine. Mais également, on embolise d'autres artères, notamment l'artère faciale. On l'embolise pour maximiser la chance de, de, de juguler l'épistaxis. Il faut effectivement emboliser les deux côtés. Hein. Un seul côté ne suffit pas. Parce que c'est souvent des connexions bilatérales. Si tu embolises un côté, les anastomoses reprennent de manière automatique le côté contralatéral. Et donc voilà, c'est un truc qui marche pas mal. Souvent à 80-90% des cas, c'est un geste qui n'est pas dénué de risque parce que comme vous le savez, c'est le système supraortique, donc il y a l'artère carotide interne qui n'est pas loin. Et donc, il faut éviter d'envoyer des billes parce qu'on utilise des billes pour emboliser, des billes calibrées de 500 à 700 microns. Et il ne faut pas qu'il y ait des anastomoses qui ne sont pas rares entre le système carotidien externe et le système carotidien interne, au risque d'avoir des AVC derrière. Ou des Donc, ce n'est cécités pas un parfois. risque de risque. Il faut toujours informer le malade. C'est efficace, mais il faut informer le malade quand même qu'il y a un risque, minime qu'il soit, d'avoir un AVC derrière. Donc, voilà. C'est clair, merci. Merci, docteur Abdallah. Merci beaucoup. Je pense qu'on est tenu par le temps et la direction Ok. nous a... Merci beaucoup. Je rappelle juste les collègues que l'objectif de ces séries de conférences, c'est dans le sens de donner un coup de main à nos collègues des généralistes parce qu'ils ne doivent pas se sentir tout seuls, ils ne doivent pas se sentir pris dans un coin. Donc, on est en train de faire des genres de conférences. Juste une Oui, تفضل عبد الله دكتور. تفضل دكتور عبد الله. Ok. Juste pour info, l'embolisation est possible en Mauritanie. C'est faisable hein, pour l'épistaxis parce que on vient d'acquérir un peu de matériel. C'est pas pour beaucoup de malades, mais c'est suffisant pour faire un ou deux malades, voire trois malades. Et c'est faisable l'embolisation de façon générale en Mauritanie. Moi, il y a un mois, j'ai embolisé ici à Nouakchott des fibrométérins. Donc, c'est pareil, hein, on utilise le même matériel, c'est toujours des billes, des microcathéters et des cathéters. Donc, quel que soit le lié à emboliser. Donc, c'est possible. C'est vrai qu'on a un vrai problème de matériel, mais bon, avec un peu de volonté, on peut y arriver, quoi. Merci beaucoup. Merci, Et docteur. c'est une bonne nouvelle. Merci. Donc, avant de conclure, je rappelle juste que l'objectif de ces conférences, de ces présentations, c'est de réussir la prise en charge initiale. Sans trop tarder, je pense qu'on est obligé de... Il y a une dernière question qui vient de Sidina. Oui. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent sur Facebook. Ils posent des questions et Dr Ahmed Sidia est en train de coller ça sur la discussion. Si vous pouvez donner une dernière réponse à cette question posée par Dr Brahim Loualiani.
Épistaxis unilatérale de récidivant chez un sérotique. Votre expérience. Épistaxis unilatérale. Unilatéral récidivant chez un sérotique. Votre expérience. Épistaxis unilatérale, il faut faire une rhinocavoscopie à la recherche d'une tumeur de smithonazoscinisienne ou une tumeur décavant. Sinon, pour éliminer ça au niveau de la rhinocavoscopie, après on peut le remettre dans le tableau d'une cirrhose. Sinon, c'est une indication en rhinocavoscopie. On doit éliminer une tumeur cavité nasocynisienne. Je m'excuse, Sidine, parce qu'il y a des gens qui posent des questions, ils ne sont pas avec nous sur le Zoom, donc on a voulu répondre à ces questions. Donc, merci beaucoup. Pas de souci. Okay. On va donner 5 minutes avant de que... Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que non. Donc, avant de conclure, je rappelle juste que l'essentiel c'est de faire un échange entre spécialistes rodés, référents universitaires et un généraliste pour combler les brèches et colmater les lacunes. Vous avez l'impression qu'on est en train d'enfoncer beaucoup de portes ouvertes, mais ce qu'on est en train de gérer, c'est de vous rappeler pour éviter les mauvaises habitudes. Et on va conclure. Je tiens à remercier tout le monde. Je tiens à remercier notre collègue Dr Selmou. À Nord, elle a fait formation à Casa. Je remercie tout le monde. Je remercie ceux qui sont participés, ceux qui ont posé des questions. Je remercie le Dr Zouib, Dr Sidina qui étaient sur le plan technique, qui ont géré le plan technique. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir.